Ce que je vous propose, c'est qu'on commence comme ça le temps que Daniel arrive, juste voilà. Peut-être pour rappeler déjà le contexte de l'audition d'aujourd'hui. Donc ça fait plusieurs mois maintenant qu'avec plusieurs collègues députés du Nouveau Front Populaire, on a engagé un travail sur la reconnaissance du massacre de Sétif Guelma donc toute cette zone-là qui a été occultée pendant très longtemps par l'histoire et dont on parle en réalité depuis très très peu et avec pour objectif d'abord de travailler à une résolution qui irait sur la reconnaissance de ce massacre et aussi avec l'idée de faire des auditions de ce côté-là. Donc on a reçu plusieurs historiens, encore la semaine dernière, je crois que c'était Monsieur Stora qui était là pour nous parler justement du 8 mai, mais pas que aussi de la relation France-Algérie en ce moment qui est pas évidente, qui est même très complexe. Et donc, et aussi de faire un peu effet miroir, puisqu'on a prévu un déplacement de ce groupe de parlementaires en Algérie au mois d'avril pour faire donc vraiment Sétif Guelma et rencontrer des historiens, des associations là-bas aussi pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu très peu d'informations qui ont filtré sur ce qui s'est passé. On est toujours, quand on parle du nombre de morts, les fourchettes sont énormes puisqu'on est entre 2000 et 40 000. Donc, enfin voilà, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, on nous donne pas les mêmes chiffres dessus. On sait qu'il y a plusieurs milliers, en tout cas, de victimes à ce moment-là, puisque ça a duré plusieurs semaines, tous ces massacres. Et puis, l'objectif aussi, c'était, on sait qu'il y a eu quelques tentatives de travail enfin, de travaux qui ont été amorcés y compris à la période même où les événements sont arrivés, mais qui ont tout de suite été étouffés, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rapports qui ont été rendus publics sur ce qui s'est passé. Et malgré aujourd'hui l'ouverture des archives, ça sera intéressant d'ailleurs de voir jusqu'où les archives sont ouvertes sur ce qui s'est passé, parce que moi j'avais notamment travaillé sur le 17 octobre 61, où là j'avais pu aller aux archives voir un peu ce qu'il y avait dans les archives en France. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça en fait d'aller fouiller dans les archives parce qu'il faut les codes, il faut enfin voilà, vraiment savoir ce qu'on recherche pour pouvoir trouver les documents dont on a besoin. Donc voilà, nous on estime que et d'ailleurs je vais reprendre les mots de Benjamin Stora parce que c'était très intéressant quand il dit qu'aujourd'hui on assiste d'ailleurs à un climat qui est extrêmement délétère, y compris sur il y a des mots qui ont été utilisés comme rente mémorielle, etc. Souvent, quand on parle de ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre, on nous parle souvent de oui, mais il faut arrêter avec la repentance, ça suffit, etc. C'est vrai que Benjamin Stora lui dit en fait, on peut pas parler de repentance puisque le travail mémorial n'a pas commencé en réalité entre la France et l'Algérie. Tout est à faire. Au-delà de la question de la guerre d'Algérie en tant que telle et des prémices de cette guerre d'Algérie, puisqu'elle a commencé 9 ans avant avec ces événements, il y a les 130 années de colonisation et bien avant ça, la conquête pour aller sur cette colonisation. Donc il y aurait encore énormément de choses à dire et à écrire, je pense, sur toute cette époque. Donc nous, on est très contents de pouvoir vous entendre et justement que vous puissiez partager avec nous ce que vous avez réussi à obtenir comme information et justement là-dessus. Et c'est vrai que je pense que c'est très différent. Moi, je sais que pour le coup, 17 octobre 61, c'était un peu plus proche, parce que moi, je suis députée à Nanterre et Suresnes, et il y avait une grande partie du cortège qui était partie des bidonvilles de Nanterre. Donc, il y a encore beaucoup de témoins, en réalité, qui étaient jeunes à l'époque, hein, mais qui peuvent encore témoigner de ce qui s'était passé. Ça devient de moins en moins vrai sur le 8 mai 45. Donc, voilà. Bah, écoutez, le temps que mes collègues arrivent. Ok, donc elle va arriver. Mais ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on puisse commencer et je vous laisse la parole, du coup, sur ce que vous avez à nous raconter. Merci à vous. Alors, pour commencer, nous, c'est l'histoire du 8 mai 45. Notre famille, elle a été directement, comment dire, liée à ces faits, impactée. Donc, voilà. Déjà, on a grandi dès l'enfance avec ce climat du mois de mai qui arrivait chaque année, évidemment, dans un climat de tristesse, de retrait, voilà. Nous, on était enfants, on savait pas trop, on comprenait que c'était une histoire de guerre, mais on savait pas exactement ce qui s'est passé. Par la suite, on a compris qu'il y a des gens de notre famille, notre grand-père et nos oncles, qui ont été tués.
On ne savait pas pourquoi, parce que on était donc toujours enfant, hein, on comprenait pas, mais il y avait une tristesse. On sentait que dans la famille, il y avait une tristesse. Par la suite, on a commencé à grandir et on a étudié ça à l'école parce que moi, j'ai grandi en Algérie. Et là-bas, à l'école, on nous explique ce qui s'est passé. Mais ma cousine, c'est une autre histoire. Je te laisse la parole. Ah, bonjour, moi je suis très honorée de faire partie de ce comité et que vous nous ayez invités. C'est pour moi un honneur, hein, au nom de toute la famille Abdar, les morts et les vivants, parce que ça fait longtemps que cette histoire est de notre famille, hein. Ça fait quand même ça fait 80 ans en fait, 80 ans de misère et de malheur, hein, qui se sont abattus. Donc moi, contrairement à mon cousin, j'ai grandi en France, dans une petite ville de province. Et mon père est de Guelma. Enfin, il n'est plus là actuellement, il est décédé en 2019, et donc il était de Guelma. Et ma mère est française. Donc moi, j'ai grandi en fait avec toutes les fêtes, le 8 mai, etc., etc. Tout allait bien. Et mon père m'avait caché en fait la vérité. Donc ce que j'avais expliqué, c'est que quand j'ai eu 18 ans, en fait, mon père m'a dit, bah non, ton grand-père n'est pas mort de maladie, il a été assassiné. Et tes oncles aussi. Alors là, je suis tombée vraiment de très haut et je comprenais pas en fait ce qui se passait. Ça remettait en question en fait tout ce que j'avais appris à l'école, hein, puisqu'évidemment à l'école on ne nous avait pas parlé. Et vu que mon père était quelqu'un ben, de très tolérant et voilà résilient, il n'a pas cherché à faire naître la haine en fait dans le cœur de ses filles, hein, mais il a voulu juste nous expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, voilà, moi j'ai pris ça comme une bombe, quoi, parce que ça remettait en question tout. Et au départ, voilà, je vous cache pas que je voulais nous venger, en fait, hein. Et quand il m'a dit qui avait a priori assassiné nos oncles et mon grand-père, le sous-préfet Achiari, en fait j'ai cherché le nom d'Achiari. Et ben, j'ai pas trouvé en fait. Voilà, c'était compliqué. Puis bon, à l'époque, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y a maintenant avec Internet et tout. Donc, bon, c'est resté comme ça. Et le temps a passé, j'ai commencé à acheter des livres, en fait, sur le sujet. Et petit à petit, je me suis fait une petite bibliothèque, en fait. Et du coup, bon, bah, j'avais pas osé lire les livres totalement parce que c'était tellement horrible ce que je trouvais dedans qu'en fait, j'arrivais pas à les lire. Donc, je les ai lus que récemment, tous en entier. Vrai, voilà, il y a 7 livres à peu près que j'ai. Il y en a qui ont été édités en Algérie, certains qui ont été édités en France, les livres d'historiens ou de journalistes, Monsieur Beni Aïch, entre autres. Et du coup, voilà, on a décidé avec mon cousin en 2023, chacun de son côté. Moi, j'ai décidé d'aller à Nanterre pour la manifestation de l'autre 8 mai, de mon côté, et mon cousin était parti à Guelma. Et à la suite de ça, on a décidé de mener une enquête, en fait, pour savoir réellement ce qui s'était passé. Parce que le problème, c'est que mon père, en fait, il n'arrivait pas à en parler, en fait. C'est tellement traumatisant pour lui que voilà, il m'avait dit ça, mais je sentais qu'après, il fallait pas que je le questionne davantage parce que c'était trop douloureux pour lui, en fait. Et vu que c'était quelqu'un d'assez, ben, taiseux, en fait, comme ça, je voulais pas le perturber davantage. Donc, en fait, jusqu'à son décès, on n'a pas trop parlé. Et puis, c'est après que on a décidé de faire cette enquête. Moi, dans les années 2000, 2000-2001, j'avais été avec mon père en Algérie. On était partis tous les deux faire le tour de la famille un peu, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Et donc, on a été se recueillir sur ben, la stèle qu'il y a à Kefelbamba, au sortir de Guelma, où ont été fusillés des milliers d'Algériens, dont mon grand-père. Et puis voilà, mais on n'en a pas vraiment parlé et j'ai pas rencontré en fait.
j'ai rencontré des anciens en Algérie, mais on n'a pas parlé de ça, parce que je pense que on avait envie de parler plutôt de ce qui se passait. Moi, de mon côté, donc j'ai été participer à une marche sur l'histoire. Donc, on a marché comme pour la mémoire de ces tueries. Et donc, il y avait des gens, il y avait des représentants du gouvernement. euh, et puis, donc voilà, c'était ça ce que je voulais faire. Et je me sentais, c'est pas, je suis revenu à cette époque-là et j'avais cette sensation de, si c'était, enfin, c'est comme si j'étais moi, mon oncle, quoi. Enfin, c'était l'imagination. Et après, donc moi, donc je suis rentré chez moi en toute tranquillité et tout. Par contre, mon oncle, c'était pas le cas. À l'âge de 24 ans, Smaïl Abda, ben, il a été arrêté et puis fusillé parce qu'il a fait une marche pour la liberté, pour être libre. Et donc, mon autre oncle, Ali Abda, il a été aussi fusillé donc, en même temps que son grand frère, plus âgé que lui de 4 ans, euh, pour la liberté, quoi. Enfin, donc, ça reste. C'était une journée particulière et on se pose plein de questions en disant on peut pas tuer des gens comme ça. Personne ne peut faire ça. Donc voilà, c'était par rapport à les événements qu'il y a eu donc à Nanterre et voilà, enfin, toi tu étais à Nanterre, moi j'étais à Guelma en 2023, voilà. Donc Donc, à la suite de ça, on a décidé tous les deux de mener une enquête, en fait, hein, puisque nos pères étaient décédés et que, comme je vous avais dit, moi, je voulais pas trop en parler avec mon père parce que je voulais le laisser tranquille avec tout son traumatisme. Je pense que c'est déjà tellement lourd, en fait, à porter que j'ai trouvé un écrit de lui, d'ailleurs, et qui était très émouvant parce que il a écrit que justement, son père et ses frères ont été fusillés et brûlés. Il a écrit. Donc, à l'époque, il le savait. Nous, on a découvert ça dans les archives, mais c'était déjà connu en fait. Donc, quelque part, il en a peu parlé, mais il a écrit. Je pense aussi pour qu'il y ait quelque part qu'il laisse une trace en fait, écrite de ce qu'il avait, de ce qu'il avait vécu. Et donc, mon père était le plus âgé des garçons quand mes oncles ont été fusillés. Mon grand-père aussi. Donc c'est lui qui a élevé en fait tous les frères et sœurs. Et donc voilà. Et donc ce qui explique aussi qu'il n'a pas fait tellement d'études en fait, hein, et que quand il y a eu le début de la guerre d'Algérie, ma grand-mère lui a dit bah, écoute, là, il faut que tu partes parce que t'es le prochain sur la liste, quoi. Ils ont déjà eu les grands frères, le père, donc il faut que tu partes, c'était c'est trop visé. en danger, en fait, en Algérie. Et c'est comme ça que mon père est arrivé en France et que du coup, vu qu'il était, c'était un bon footballeur, il a continué après dans le sport et il a aussi, bon, il a, il a aidé à la libération de l'Algérie en France. C'est là qu'il a rencontré ma mère, puisque ma mère était engagée en fait dans la lutte en tant que Française pour la libération des Algériens. Donc voilà, elle était, je dirais, plutôt communiste. Et donc ils se sont rencontrés et puis du coup il a décidé de rester en France. Et, et donc c'est pour ça que je suis née en France et non pas en Algérie avec ma sœur. Mais donc ceci pour dire que
une fois qu'il est parti, une fois il est mort, en fait, j'étais tellement enfin, traumatisée. J'aimais beaucoup mon père, en fait. Et je sais que maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, en fait, être né dans une petite bourgade en France, en province, et avoir un père qui est d'origine arabe, c'était pas si évident, quoi. Moi, mes copines, elles étaient toutes françaises, et il y avait personne, en fait, qui avait le même nom que moi. Et du coup, j'osais à peine, en fait, dire comment s'appelait mon père, parce qu'il y avait encore du racisme. Et en fait, moi, j'avais une copine qui m'avait dit, ton père, c'est un bougnoul. Et en fait, je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais demandé à mon père, je lui ai dit, mais c'est quoi bougnoul, en fait? Et il m'avait dit, bah, en fait, c'est une insulte pour les Arabes, mais c'est pas. Il m'avait dit, mais tu sais, celui qui a dit ça, c'est un ignorant, il faut pas. Voilà. C'est pas la peine de voir plus loin, etc. Enfin, mon père était toujours comme ça, quelqu'un de très positif, résilient. Il voulait qu'on aille de l'avant, nous, ses filles. Je pense qu'il voulait pas qu'on ait les mêmes traumatismes qu'il avait eu, le racisme, etc. Et donc, il essayait toujours de, voilà, de voir les choses d'une manière plus, comment dire, enfin, il voulait pas qu'il y ait de la haine, quoi, dans nos cœurs. Les archives nationales, on y a été sans problème. C'est vrai que, comme vous disiez, on en a quand même, ça a été compliqué parce qu'il Ouais. fallait avoir les cotes. Sinon, c'était mission impossible. Et c'est vrai qu'encore heureux qu'on avait des livres avec des bibliographies où il y avait quand même des références qui étaient indiquées, qui nous ont permis petit à petit de trouver du matériel. Sans ça, quand on faisait une recherche nominative avec notre nom, on trouvait rien. Alors qu'on a trouvé plein de choses en fait dans les archives à notre nom, en fait. Donc du coup, c'est vrai que on a passé. Ah, en fait, Sans le, ça, on le, n'a rien. en fait, ce qui permettait d'ouvrir un peu les portes, c'était par thématique, quand on cherchait événement 8 mai 45 Algérie. Donc là, on commençait à avoir un petit peu des éléments, mais il y avait une multitude de cotes. Euh, je veux dire qu'il y a des milliers de documents hein, dans les faits, en fait. Nous, on en a récolté à peu près 700 peut-être, à tout 400, ouais, à peu casser. près. Mais en fait, il y en a des milliers. Donc, nous, on a été, bon, à Pierrefitte, c'était déjà quand même, parce que, bon, on travaille, etc., pour avoir accès aux archives, il fallait avoir du temps. Et à Aix-en-Provence, bah, il fallait carrément se déplacer. Et c'est pareil, on y a passé des jours, voire des semaines. Mais en fait, on aurait pu y passer des années pour trouver tout, quoi. Mais sauf qu'on a, là déjà, on a accumulé tellement de preuves, en fait, qu'on s'est dit, bon, bah, c'est bon. On a retrouvé le nom de notre grand-père. On a retrouvé le nom de nos oncles. Euh, et, euh, et je vous cache pas que, en fait, j'ai commencé à écrire un petit livre dessus. Donc, eh ben, il est là. Eh ben, il est là. Le synopsis, le livre. Et alors, là, c'est encore le manuscrit. Alors, je ne sais pas si un éditeur aura la gentillesse de l'éditer, mais, j'ai travaillé comme une folle là-dessus et je voulais que ce soit fini en fait, cette année. Donc, bah, effectivement, c'est sur Galma parce que bah, c'est la ville voilà, de nos anciens. Et bon, j'ai parlé un petit peu aussi des autres villes, mais par rapport aux documents qu'on a trouvés, on a quand même focalisé Hmm. sur. On voulait retrouver le nom de notre famille. Et puis, après, ça parlait de Galma en particulier, quoi. Donc, et, euh, et donc, on a aussi été prendre des photos. Alors, Alors, on a fait un voyage également l'été 2024. On a été visiter les lieux là où il a eu le massacre, donc les fusillades. Euh, et donc les fameux fours où ils ont été brûlés. On a pris des photos. On a pris des photos. Là, bon, vous aviez montré la dernière fois. Voilà. Euh, Donc là, c'est la stèle du lieu Kef El Bomba, là où il y a eu la fusillade, enfin, ils les ont fusillés. Je vous laisse.
C'est là où était exilé notre grand-père, en fait. Notre grand-père, oui. Et puis des milliers d'autres Algériens. Et ici, c'est des ruines romaines anciens bains thermales qui existent dans l'ancienne caserne de l'époque française. C'est là où nos oncles, ils ont été fusillés, Smaïl et Ali. Et 11, enfin, ils étaient 11 personnes en tout. Et ça, c'est un des fours à chaud où ils les ont brûlés, donc avec du bois apparemment d'olivier pour faire du feu. Et là, donc, c'est nos parents, ils sont en train de discuter sur les l'UM45 de leur père, leur frère. Donc, c'est mon père et mon oncle, Hamid. Et le stade municipal qui porte le nom de Abda Ali parce que c'était un ancien footballeur. Donc, à Guelma. Donc, c'est le stade municipal de Guelma qui porte le nom de Ali Abda. Alors, je crois que c'est écrit en arabe, mais ça veut dire Ali Abda. Voilà. Donc, ça, c'est la photo de notre grand-père. Et là, c'est la photo de Smaïl Abda. Oui. Et là, c'est Ali Abda, qui avait 20 ans quand il a été tué. Et après, là, c'est plus, Donc en fait, on a quelques documents familiaux. Euh, on a- on avait, on a quelques documents familiaux. Ah, c'est toi qui les avais en Algérie. Donc, qui prouvent que notre grand-père a fait la guerre à 14-18. C'était un tirailleur algérien. Et on a retrouvé un certificat de bonne conduite, hein, qui quand même montre que voilà, l'histoire ne lui a pas fait de cadeau, quoi. Et alors, ça, c'est le seul document, en fait, hein, qu'on a pu trouver sur le site des archives de la Défense. On a mené une petite investigation, en fait. Bon, on n'a pas pu y aller. Ils nous ont jeté. Mais sur le site, on a quand même réussi. Alors, comme vous disiez, on ne vous cache pas que chercher Abda Amor sur le site des archives de la Défense, c'est pas gagné quand même, hein, quand on commence à faire cette recherche. Et ça avait donné un résultat, mais après, on allait de module un peu en module pour atterrir à un moment donné sur sa fiche militaire. Alors, la fiche militaire, on est tombé par terre quand on l'a vue, parce que en fait, il est noté que euh, ben, il voulait pas aller à la guerre, en fait, hein, et que pour ça, c'était un insoumis. Ils l'ont mis en prison pendant 1 an, et après, ils l'ont ressorti de la prison, et ils l'ont emmené il est parti, ouais, il est parti sur le front de l'Est. Donc, il a été dans plusieurs régiments, le troisième, le septième, le neuvième régiment de tirailleurs algériens. Et ensuite, bon, bah, il est revenu en Algérie. Et là, il a D'accord. été, ouais, et là, il a été démobilisé quand même en 1931. Ce qui prouve en fait que les Algériens, enfin, les indigènes, comme ils disaient, en fait, même quand la guerre était finie, ils étaient mobilisables, quoi. Mais lui, pour une raison qu'on ignore, ils mettent que dégagé de toute obligation militaire en 1931. Bon. Et ensuite, ben, ça veut dire qu'ils l'ont. Je pense qu'il. Il était juste mobilisable Dans jusqu'en l'effectif. 1931. Ils ont mis avant, mis en congé illimité
de démobilisation le 16 juillet 1920 par le 1 du troisième tirailleur. Et un 11e échelon se retire à Guelma. J'aime bien se retire. Oui, il a la permission quand même de se retirer à Guelma. Douar à la Gouba, bon, voilà. Et après, dégagé de toute obligation militaire en 1931. Donc, euh, donc, c'est tout ce qu'on a trouvé sur lui aux archives militaires, qui veut dire quand même que cette trajectoire, en fait, de ne pas avoir voulu aller à la guerre, d'avoir fait de la prison, d'y avoir été finalement dans des conditions qu'on connaît, la guerre 14-18. Et ensuite, en 1945, il a été fusillé, emprisonné, torturé, fusillé, brûlé, sans qu'on retrouve jamais les corps. Et dans les recherches qu'on a fait aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, on n'a pas trouvé trace de notre grand-père. Donc là, il n'y avait rien. On a trouvé juste trace de nos oncles Smaïl et Ali, qui disaient que ils avaient été exécutés par le sous-préfet Achiari, illégalement. Donc le gouvernement reconnaissait que c'était illégal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour juger ce personnage? Rien du tout. Je Donc, donne. voilà. Donc après, vu qu'on n'avait rien trouvé sur notre grand-père, on est parti à Aix parce qu'on a compris que aux Archives nationales d'outre-mer, là où étaient gardées toutes les archives des anciennes colonies françaises, on avait plus de chance. Et effectivement, on a trouvé énormément de choses à Aix-en-Provence et on a trouvé trace. Donc on a trouvé surtout dans deux documents, traces de notre grand-père. Donc c'était dans le rapport du commissaire Berger qui s'est rendu là-bas et qui a fait quand même un travail pas complet, mais enfin, et à un moment donné, donc dans une de ses, comment dire, son enquête là, il dit que mon grand-père aurait été, bon, alors c'est du conditionnel, hein, mais de toute façon, il s'est pas envolé, hein, donc il a été fusillé. Il aurait été fusillé à Kefelbomba avec le 14 mai avec d'autres Algériens, puisque dans les documents, ils mettent que ce jour-là, ils ont sorti une cinquantaine d'Algériens de la prison euh, sans jugement et qui sont partis directement les fusiller à Kefelbomba, où la veille, d'autres Algériens, malheureusement, avaient creusé des fosses communes. Et donc, c'est dans le rapport du capitaine Barra, qu'on vous avait montré, que il explique tout, la taille des fosses communes, le nombre de fosses et le four crématoire. Donc, ouais. Donc c'est dans le rapport du commissaire Berger qu'on a trouvé trace donc de notre grand-père et aussi dans le témoignage de Abdallah Regui qui lui aussi a été emprisonné et qui est sorti de prison le 28 mai parce qu'il s'appelait Regui et qu'il avait des connaissances que nous n'avions pas nous. Donc Je crois qu'il a vu notre grand-père. il a été dans la même cellule que notre grand-père, il a témoigné, cellule numéro 9. Mm. Il avait vu notre grand-père, il le cite, puisque mon grand-père était appelé Siamor, par respect, il mettait Si devant son prénom. Et il dit Siamor était dans la même cellule et il était appelé avec d'autres, on leur a dit de faire leur baluchon et de partir. Et mon grand-père n'était pas, enfin, il n'y a pas de chef d'accusation contre lui, on n'a pas trouvé. Donc est-ce que c'est dans les documents que les militaires ont et qu'on aura peut-être un jour la publicité de voir. Mais nous, on n'a trouvé que mention qu'il a été fusillé, qu'il était en prison, voilà, qu'il a fait partie de ces musulmans qui étaient dans un charnier. C'est tout. Il n'y a pas plus, hein. Donc c'était la fiche F40. G avait, quand il est parti en 45 et en 46,
il a répertorié en fait les plaintes des populations et d'une manière administrative, il a fait ça par fiche. Et nous, tous nos trois anciens étaient dans la fiche 44, qui a la plainte de notre grand-mère. Et curieusement, le seul occidental, on va dire, non musulman, qui figure dans ces plaintes est le colonel Schmitt, qui lui était, on va dire, de passage dans la région. Et, ouais, et il venait du Maroc. Et il laisse une plainte et que le commissaire Berger a noté. Et il dit, mais il y a des indigènes morts partout, il y a des cadavres. Enfin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est le seul qui est là. Sinon, c'est que des plaintes de musulmans, hein. Alors, les fiches, hein, alors, j'aime bien parce que, en fait, il y a tous les noms des gens. Et par exemple, nous, c'est bon, bah, c'est marqué Abda Ali, 10M majuscule. Abda Amal, alors 12M, 14M. Abda Men, alors en plus, il se trompe dans les prénoms, donc c'est Smaïl. Bah, c'est 12 mai. Ils ont Alors, été fusillés le 12 alors, mai. Donc tous, en fait, en fait, nous, on a essayé de déchiffrer le M parce qu'on s'était dit, c'est quoi? C'est un groupe, c'est une cellule. En fait, c'est le mois de mai. ça date d'exécution. Bah, c'est pas difficile de faire un mois de mai, un mai, enfin, mai. Et donc, F, donc, apparemment, ce serait famille, je pense. Enfin, famille. La famille numéro 44, je pense. Mais bon, bref. Donc, voilà, c'était quand même. Et donc, Je finis. Donc, le colonel Schmidt, donc, c'est un colonel de l'armée américaine qui était basé au Maroc. Donc, c'est lui qui est venu. Donc, il a vu tout ça. Étant donné, donc, c'est un colonel qui a une connaissance de la guerre, de tout ça. Quand il a vu ces gens-là comme ça, morts sur le bord de la route, il s'est dit, mais sans armes, sans. Enfin, par connaissance, il s'est dit, mais il s'est passé quelque chose qui est pas normal, quoi. Donc, c'était pour juste continuer ce que tu dis. Allez, je te laisse. Parce que quand on a fait justement les différentes auditions, donc on essaie de retracer en fait le parcours parce que ça commence le 8 mai avec la fameuse marche des scouts et donc le jeune qui se fait abattre parce qu'il sort le drapeau à Sétif. Et ce que nous disent les historiens, c'est que dans les jours qui ont suivi, en fait, notamment à Guelma, euh, avec Akiari, il y a des milices en fait de colons qui ont été armés et qui ont été justement massacrés des Algériens à cette époque-là, justement, notamment à Guelma. Et on a Kharata, parce que là, c'est effectivement Guelma, c'était les fours. Kharata, ils les ont jetés des falaises. Donc, il y a plusieurs massacres en fait qui sont suivis. Mais dans ce que vous nous racontez, c'est qu'ils ont manifesté, ils ont été arrêtés, puis fusillés. Donc là, on n'est pas encore dans les ratonnades qu'il y a eu. C'était pas forcément des colons, c'était vraiment militaire. Non? Au fait, c'était pas des militaires parce qu'à Guelma, il y avait donc une caserne où il n'y avait pas un grand effectif. Il y avait déjà la gendarmerie, la police municipale, je pense, ou la police, enfin, il y avait la police judiciaire, mais il n'y avait pas autant de militaires. Mais c'était beaucoup plus les colons qui étaient armés, en partic- en particulier par Acheri. C'est pour ça que je voulais juste la précision. Ouais, Pierre, ouais. En fait, c'est pour ça que je demandais vraiment la confirmation, parce que nous, on nous a clairement dit qu'à Guelma, beaucoup, parce que à Sétif, c'était différent. C'est la gendarmerie, l'armée qui a tiré sur les civils. Qui réprime les manifestations. Voilà. Alors qu'à Guelma, on a dit que c'était vraiment Achari qui a armé les colons et qui donc ont massacré les gens à Guelma de manière totalement, enfin vraiment, là, il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus rien du tout. Donc là, c'est juste pour confirmer avec vous. en fait, nous, ce qu'on a lu dans les archives, hein, c'est que donc euh, à Guelma, en fait, quand il y a eu la manifestation, les deux manifestations, donc il y a eu zéro mort européen, il y a eu un mort musulman et des blessés. Donc ce qui devait pas normalement générer autant de répression après, puisqu'il n'y avait pas eu de mort européen. Donc quelque part, il y avait des morts musulmans. Bon, ben,
ils s'en fichaient, mais il n'y avait pas eu une mort européen. Donc il n'aurait pas dû faire toute cette milice. Mais cette milice, il l'avait créée avant. Et quand il y a eu cette manifestation et que le sous-préfet a été bousculé, enfin, il a fait en sorte de foncer dans la manifestation qui venait des hauteurs de Guelma. Après, il a décidé d'arrêter, en fait, les soi-disant meneurs. Donc, mes oncles, quand il y a eu la manifestation, n'ont pas été arrêtés tout de suite, en fait. Ils sont venus les chercher, tout d'abord eux, à la maison, pour les emmener à la, comment, à la prison. Voilà. Et ils étaient donc 9, dont mes oncles, puisque c'est marqué dans les documents. Et donc, il a décidé de les exécuter le surlendemain. Ok. Sans procès, sans jugement, sans avocat. Enfin, vraiment, tu verras le télégramme où il était daté d'après le décès, bien après le décès. Et je te laisse découvrir la lecture. Ouais. Sinon, Euh, c'est vraiment- Et donc, la milice, elle a été constituée par le sous-préfet. c'est la lire. Donc, si je comprends bien, c'est un télégramme où c'est Il écrit au ministre de l'Intérieur. où on écrit au ministre de l'Intérieur. Et donc, on a les dates, on a les noms des personnes. Et au dos, ce qui est hallucinant, il est écrit ceci. Ces renseignements m'ont été communiqués par le sous-préfet de Galma. L'enquête judiciaire établira si les individus considérés seulement comme suspects, n'appartenant pas officiellement à des organisations nationalistes, étaient réellement dangereux. Et cette phrase-là, enfin, ce document-là, je le trouve, il faut avoir le métier dans votre livre, hein. Vraiment, il faudra qu'il y ait des reproductions parce que je trouve qu'il résume bien la gravité de l'arbitraire de toutes ces exécutions. On les exécute et c'est où est-ce qu'on voit la date du document? C'est là. C'est là. Et Suite à mon télégramme 1268 du c'est en 9 juillet, juillet, voilà. deuxième paragraphe. Donc c'est en juillet qu'ils envoient à Paris, au ministre de l'Intérieur, L'exécution de 7 musulmans le 10 mai. voilà, l'information que le 10 mai, on a exécuté 7 musulmans et que néanmoins, quand même, avec toutes ces informations, il faudra quand même voir s'ils étaient réellement dangereux, ces personnes qu'on a exécutées et dont on savait par ailleurs qu'ils n'appartenaient pas officiellement à des organisations nationalistes. Enfin, je ne dis pas qu'il aurait été normal de les exécuter sur le seul fait qu'ils soient appartenant à des organisations nationalistes, hein, bien évidemment. Mais, mais là, on a une accumulation qui montre, je trouve, voilà. Par contre, juste, moi, j'ai une question. Euh, Ça, c'est les mêmes, c'est le même document? Non. Ça, c'est un télégramme et l'autre, c'est un courrier. D'accord. Parce que vous savez qui a noté dessus? Comment? La notation. Judiciaire. Le mot judiciaire, c'est vous? Qui l'a ajouté? Ah, c'est d'époque, hein. C'était d'époque. Ah oui, des fois, il y a des petites notes comme ça sur Bon, les stand, Ouais. Moi, je pense que c'est Parce d'époque, que je hein. pense que c'était pas une enquête judiciaire. Ils l'ont ajouté pour le rajouter dans le rapport. Ah ouais. Mais c'est pas une enquête, c'est pas une enquête judiciaire. Bon. Ben, Alors, je pense maintenant, ce que je vois, l'heure qui tourne, il faut qu'en même temps que de votre récit, qui je pense était vraiment, enfin, vraiment précieux, comme je l'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés, parce comment dire, c'est une chose d'avoir les travaux des historiens, c'en est une autre d'avoir votre propre récit euh, sur l'histoire de vos oncles et de votre grand-père.
il va falloir quand même qu'on arrive aussi à réfléchir comment dans le colloque, réussir à ramasser cela dans un temps imparti, qui est de, je crois, 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je pense que c'est vraiment une épreuve qui va être difficile pour vous, parce que ce qui est normal. Euh, donc, sans vous presser un peu sur le récit, je pense qu'il va falloir que vous arriviez, il faut vous nous dire si vous avez besoin d'aide pour, si vous préférez, à vous deux, vous préparez votre petit plan et puis on vous laisse ces 10 minutes, quart d'heure dans le colloque pour l'exprimer, ou si vous préférez qu'il soit séquencé par des questions que les animateurs du colloque peuvent faire pour pouvoir mieux vous rythmer. À vous de me dire, mais je pense que dans votre récit, il y a pour moi, il y a deux éléments qui sont intéressants. Il y a ce que vous découvrez sur vos oncles et tantes, et donc le récit de vos autres. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire, bon, bah alors voilà, je vous présente mon grand-père. Mon grand-père, c'était un tirailleur sénégalais. Alors, je suis pas sûre que. Pas sénégalais, pardon. Excusez-moi. Algérien. Mais c'est normal. Voilà, Mais on a plus parlé des et on tirailleurs a plus c'est sénégalais. parlé des Sénégalaises qui en soi, voilà, bon, là-dessus, c'est révélateur d'une faille dans le récit national. Euh, je pense pas on ait la possibilité de projeter des choses ou c'est trop compliqué dans cette salle. On peut projeter, je pense. Faut voir. Est-ce que voilà, peut-être scanné par un ordinateur. Enfin voilà, si jamais, voilà, faut on peut essayer. Peut-être que Adrien a déjà les documents. Peut-être que voilà, si ça demande pas trop de travail, peut-être que c'est instructif parce que voilà, montrer le grand-père tirailleur, montrer le document, voilà, qui permettent de l'instaurer dans l'histoire. Enfin voilà, on le met dans la grande histoire, voilà. Et ensuite, il y a ces éléments-là. Donc, il y a tout ce récit-là des documents. Et puis, pour moi, il y a aussi il y a la deuxième série qui est de dire, mais en fait, une fois que je vous ai raconté tout ça, sachez que, voilà, c'est votre récit à vous deux. C'est-à-dire, nous, on savait pas, on n'en parlait pas, c'était très douloureux. On a fait nos démarches pour pouvoir recouvrir tous ces éléments-là, toute la difficulté qu'on a eu pour accéder à ces éléments. Euh, et que ce soit des difficultés liées, entre guillemets, à la technicité de l'organisation des archives, mais aussi ce que vous m'aviez dit, et mille excuses, j'ai trop de sujets dans la tête, j'ai oublié l'endroit où, si vous n'avez pas réussi à avoir accès, vous n'avez pas pu avoir accès aux archives, on vous a dit secret défense, nous on a fait un courrier et ça bloque encore, enfin voilà, parce que ça permet de montrer, je trouve, parce que dans ces deux témoignages-là, il y a les faits historiques incarnés qui vont du coup, je pense, pour ceux qui seront là présentement et ceux qui nous écouteront en visio, ça permet l'incarnation. Et puis, votre récit à vous permet de montrer à quel point, eh bien, qu'il y a une reconnaissance de ces crimes d'État est important. Pas simplement, bien sûr, pour que vous ayez accès à toutes les archives, puisque certaines ne sont pas accessibles, vous allez m'expliquer la suite du dossier, mais aussi montrer, moi j'ai trouvé ça fort dans vos propos quand vous disiez euh, que votre famille ne voulait pas vous élever dans la haine de ce passé pourtant douloureux et que néanmoins pour vous c'est important de faire cette recherche-là pour bien montrer qu'à tous les relents extrême droite et droite réac qui refusent qu'on fasse ce travail de mémoire et qui estiment, oh, ce travail de mémoire, c'est, je sais plus On leur, en parlait. c'est La repentance. c'est là, vous voulez quoi, la repentance, voilà, c'est tout de suite, vous vous opposez les gens, en fait, non, en fait, c'est une réconciliation nécessaire, que toute cette souffrance et toute cette injustice subie soit reconnue. Voilà, exactement. Et là, ce dernier document, il est à pleurer. Voilà, je me souviens. Bah oui, je comprends. Regarde, ça, c'est son témoignage. Et on termine là-dessus. Et on termine là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la touche finale de votre intervention à vous deux. Parce que ça, c'est trop fort. Lila, peut-être à voix haute pour... Donc, Monsieur Ben Sassi Salah, ancien adjoint au maire de Guelma. Le 16 mai 1945, vers 4 heures du matin, je fus convoqué chez moi par un soldat qui me pria de me rendre à la caserne. En arrivant, je vis dans le bureau du colonel commandant d'armes trois capitaines, le sous-préfet Achari et deux civils dont je ne pus distinguer les traits. Monsieur Achari me demanda de les suivre au milieu de la caserne où je vis alignés contre les ruines romaines 11 détenus politiques, dont Wartsi Mabrouk, les frères Abda Smaïl et Ali, Warsti Ahmed, Azouk Smaïl,
Ben Soula Abdelkrim, Chorfi Messaoud et Oumer Zoug Mohamed. Le sous-préfet leur dit, en ma présence, vous allez payer. Puis il ordonna à un groupe de tirailleurs d'approcher. C'est alors qu'un détenu, le jeune Abd Asmaïl, déclara: Ni moi, ni mes camarades n'avons peur de la mort, mais si nous mourons, c'est pour la liberté et non contre la France. Monsieur Achiari, sans écouter davantage, donna l'ordre aux tirailleurs de faire feu, et les détenus furent exécutés sous mes yeux à la mitraillette. Un instant auparavant, je m'étais avancé pour parler, mais l'un des capitaines me retint par le bras. Voilà comment j'assistais à l'exécution de 11 détenus politiques sur convocation du sous-préfet Achiari. Je suis désolée de vous avoir infligé la... En fait, c'est vrai que ça résume bien aussi l'attitude de mon père en France, qui a toujours voulu, comment dire, s'intégrer en gardant son identité et en même temps en n'opposant pas les gens. Il a été victime ben, du racisme, voilà, mais pour lui, ben, il s'élevait toujours contre ça. En fait, lui, ce qui comptait, c'était, voilà, je pense que c'est parce qu'il avait une certaine noblesse en lui et qu'il voulait, euh, ben, il voulait ben, travailler, il voulait élever ses enfants, il voulait que ses enfants aient un bon travail, que ses filles fassent des études, qu'elles aient un travail comme lui, il n'avait pas pu avoir, en fait, qu'ils aient voilà, que ses filles puissent être indépendantes, etc. Et c'était ça sa fierté. Et lui, c'était pas de vouloir opposer les gens, etc. Comme mon oncle Smaïl, comme notre oncle Smaïl. Donc, mais moi, je ne sais pas s'il faut en parler. Ce qu'on a découvert aussi, malheureusement, c'est que le fameux sous-préfet Achiari, en fait, a été décoré de la Légion d'honneur en 1946. Donc, on a dit que c'était parce qu'il avait été résistant et qu'il avait participé au 8 novembre 1942. Mais dans les faits, moi, ce qu'on a constaté, c'est qu'au moment où il a eu la Légion d'honneur, en fait, la plainte de ma grand-mère était toujours ouverte, hein. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir encore des résultats. Donc, non seulement il a eu la Légion d'honneur, mais en plus, il y a eu une amnistie et une grâce amnistiante en même temps. Si bien que l'amnistie, ben, c'était pour voilà, tous les gens sauf les criminels, mais la grâce amnistiante, c'était aussi pour ceux qui avaient commis des crimes, des assassinats, des viols, etc. Du coup, lui, ben, c'est bon, en fait, il n'a pas été condamné. Donc, en fait, non seulement il a fait des exécutions illégales, mais en plus, il a eu la Légion d'honneur. Et son responsable, on va dire le préfet de Constantine, Monsieur Lestrade Carbonel, qui, entre nous, n'était pas non plus un personnage très glorieux, hein, c'est lui qui a dit, donc, il est venu le 12 mai à Guelma voir la milice et il a dit, je vous couvre tous, même les sottises que vous pourrez faire. Alors j'aime bien les sottises, hein, c'est quand même des exécutions de gens, hein. Donc lui, paraît-il, dans les documents qu'on a lus, quand il est arrivé et qu'il a dit ça, les autres après ils se sont dit, ah bah c'est bon, hein, on peut y aller maintenant. Il a dit qu'il nous couvrait, donc on y va. Voilà. Et lui, il a eu 3 fois la Légion d'honneur, Monsieur Lestrade Carbonel. Il l'a eu avant les événements et il a eu 2 fois après. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Rien du tout. Ni jugement, ni rien. Et à un moment donné, oui, Chéri, il avait dit taper dans le tas, je vous couvre, etc. Donc tout ça, c'est dans les archives. Et ces messieurs ont eu la Légion d'honneur. Enfin, c'est incroyable. Tout ça, on l'a Et on a découvert. un papier du général de Gaulle qui demande la Légion d'honneur pour Chéri. Comme ça, c'est réglé. C'est le général de Gaulle lui-même qui demande sa Légion d'honneur. Alors, notre petite grand-mère, En fait, comme beaucoup d'Algériens, en fait, même si nos oncles, Smaïl était responsable donc du mouvement des Amis du Manifeste de la Liberté, les AML, il était secrétaire. Notre oncle Ali, bon, bah, lui, il faisait partie du mouvement. Notre grand-père était
trésorier, ou voilà, il faisait partie de ce mouvement. C'était des gens éduqués. Mon grand-père était donc un taleb, un savant un peu musulman. Il enseignait le Coran, etc. Vous voyez dans les photos que nos oncles étaient bien habillés, se habillaient à l'occidental, etc. Ils faisaient des études et tout. Ils étaient des notables, entre guillemets, mais ils n'étaient pas suffisamment importants pour que, on les exécute pas. Parce que les représentants type Talat Abbas, Messali Haj, etc., ils ont été emprisonnés, hein. Voilà, je dis pas qu'ils auraient dû être fusillés, hein, Non. mais je veux dire que bah, les petits responsables locaux, on s'est pas gêné pour aller hop, on les exécute et puis même si c'est marqué que c'est illégal, eh ben en fait ça change rien quoi. Madame Simonet, c'est vrai que bon ben on s'est préparé un peu, enfin là, on s'est pas très bien préparé, mais on s'est préparé quand même. Et je vous cache pas qu'on a encore 2 jours pour on va faire un timing, on va faire en 10 minutes et on va s'enregistrer pour ça, pour voilà qu'on ait tout, qu'on dise tout, parce qu'après on sera trop malheureux en fait, hein. Voilà. Après, après ce qui est dur en fait, c'est que comme on est deux, eh ben, il faut qu'on se partage le temps et c'est vrai que c'est pas évident qu'on trouve un rythme tous les deux pour qu'on se coupe pas la parole, que chacun ait le temps de dire ce qu'il veut et tout ça. Finir, hein, c'est que donc Ah, oui. alors j'ai des choses extraordinaires. Donc j'ai eu 2 mails hein, sur ma boîte mail un premier mail, bon, ça partait quand même assez mal, parce qu'il me rappelle que ma réservation est refusée, ça j'ai j'ai bien compris. Donc ils me mettent que ma réservation est refusée pour la séance du 21 décembre 2024, le 27 janvier, ils me disent ça, que j'avais réservé parce qu'au départ, en fait, on avait, donc, on a envoyé des courriers pour demander des informations sur nos oncles, le sous-préfet Achiari et les événements du 8 mai 1945 à Guelma. J'ai pas reçu de réponse. Mon cousin a reçu une réponse avec il nous disait qu'il y avait des cotes, des références qu'on pouvait consulter aux archives. Du coup, on a fait les démarches pour s'inscrire sur le site des archives de Vincennes, là, tous les deux. Et on s'est dit, bon, bah alors on va suivre la démarche, on s'est inscrit. On s'est dit, bon, on va réserver les cotes qu'ils nous proposent, tous les deux. Et il fallait aussi réserver un créneau horaire. Parce qu'on ne peut pas aller là-bas. Alors, c'est ça, la Voilà. séance, c'est le moment de... Non, non, non. On part pas là-bas la fleur au fusil, hein, c'est qu'à de le dire, hein. Donc, c'est pas comme les archives nationales, enfin, où on peut aller comme on veut, moyennant qu'il faut respecter évidemment les horaires d'ouverture. Mais sinon, une fois qu'on est là-bas, on nous aide, on peut faire nos recherches et tout. Avec eux, non. On peut pas arriver là-bas, il faut avoir déjà rendez-vous. Donc, on avait réservé un créneau horaire. Et le premier qui nous pour tombait sous la main, la séance. c'était le 21-12. Et donc, après, c'est là qu'ils nous ont dit, euh, on avait reçu un message comme quoi
pour des raisons très floues, on ne pouvait pas aller à cette séance du 21-12 consulter les archives parce que pour des raisons d'inventaire, il y avait, je ne sais plus qui avait réservé évidemment les mêmes archives Un et d'autres archiviste n'étaient qui pas était consultables. exclu. Ouais. Donc en fait, les codes qui nous proposaient c'est eux-mêmes qui nous proposaient de les consulter. Et ben une fois qu'on leur demandait de les consulter, ils n'étaient pas consultables. C'était plus possible. C'était pas possible. Donc, c'est là qu'on vous a envoyé en fait tout ça. Et donc, là, il y a quelques jours, le 27 janvier, donc je reçois un mail très laconique, comme vous pouvez voir. Euh, Rappel, réservation refusée pour la séance du 21 décembre 2024. Bon, alors ok. Et suit un autre mail plus détaillé, où là, ils me mettent toujours en objet réservation refusée pour la séance du 21-12-2024. Mais là, beaucoup plus d'informations. Ils me mettent bonjour. Vous souhaitez réserver un document en salle de lecture Louis XIV pour la séance du 21-12-2024. Nous vous informons que votre demande ne peut pas être validée car le document coté n'est pas librement communicable. En conséquence, nous vous invitons à compléter le formulaire, etc. Une réponse vous sera adressée par voie postale dans un délai maximal de 2 mois. Et ensuite, ils me disent, euh, qu'est-ce qu'ils me disent? Ben, c'est tout. Et là, il m'explique comment faire. Ouais, tout à fait. Ils font Ouais. une capture d'écran avec Donc, les documents sont à réserver à l'avance. Et voilà. Donc, conformément. aux dispositions du Code du patrimoine. En gros, ils disent que non. Et là, je vais. Oui. Il cite l'article L 312 du Code du patrimoine comme raison qui vous oppose à ces documents. Et sauf que moi, quand j'avais regardé, du coup, cet article-là, il précise que c'est 50 ans à partir du moment où il n'y a plus d'éléments nouveaux, en fait. Or, ces documents sont censés avoir 79, enfin, 60, quasi 80 ans cette année. Et moi, c'est ça que j'avais relevé, notamment dans le courrier qu'on avait envoyé, c'était comment, enfin, un article de loi qui dit 50 ans, comment 30 ans plus tard, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier pour, enfin, voilà. Et si je puis me permettre, ce qui est émouvant, en fait, quand on se rend à Aix-en-Provence, c'est que, vu que c'est les archives des anciennes colonies, eh ben, qu'est-ce que vous trouvez comme personne qui est dans la salle des archives? Il y a quelques chercheurs, je dirais, voilà, type européen, mais sinon, vous trouvez malheureusement, enfin, des descendants, en fait. Donc, ben, il y avait des gens plutôt asiatiques, asiatiques, africains. voilà, africains, nord-africains. On se retrouve tous là, en fait, à rechercher désespérément ben, des réponses, en fait, exactement, avec les mêmes difficultés. Avec les mêmes difficultés de recherche énormes, quoi. Parce que c'est des classements, je pense, qui ont été faits à l'époque et puis qui ont été refaits après, avec une logique très particulière. Et en fait, moi, je ne sais pas comment ils s'y retrouvent, mais c'est hallucinant quand même quand c'est classé. Parce que vraiment. Et moi, ce que je voulais enfin, je ne sais pas si c'est important, mais ce que nous, on a trouvé, parce qu'on on cherchait des photos. En fait, on cherchait des photos quand même de ce qui s'était passé. On n'a pas trouvé de photos des massacres qui ont eu lieu. Ce qu'on a trouvé, c'est dans une petite enveloppe des photos des morts européens. Et en ce qui concerne les Algériens, en ce qui concerne les musulmans, on n'a rien trouvé. Moi, les seules choses qu'on a trouvées,
c'est sur le site de, je sais plus comment ça s'appelle, le site de l'ECPAD, non, ESPAD. Ah. Ah ben. Ça vous a... Vous n'étiez pas au courant de tout ça? Non, un petit peu. Un petit peu? On leur explique. Ouais, ouais, ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc, on a trouvé sur le site de l'ECPAD, Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. En cherchant bien encore pendant de longues heures, on a trouvé quelques photos de l'armée, de ce qui s'était passé à l'époque. Bon, c'est pas des photos terribles, hein, mais bon, alors il y a plus ou moins. Euh, bon, après, là, il y a Monsieur Régui à la fin qui n'a rien à voir, mais voilà. Mais voilà, c'est des photos qu'on trouve sur leur site hein, de cette époque. Elles sont terribles parce que là, on voit Mm, certains qui se marrent et l'angoisse du gamin. mm, mm. On voit un corps et les gens marchant comme si tout était normal. Ouais. C'est fou ce qu'une photo parle, quoi. Donc là, il y a le sous-préfet Achari qui est en... avec le capi, là. Ça, donc, moi, c'est mon opinion. C'est des gens qu'on arrête, qu'on les fait asseoir par terre comme ça, ils peuvent pas s'échapper. Et puis après, ils décident de leur sort où ils les relâchent, où ils les tuent. Ou... Ou bien, parce qu'on a dit que c'était une mise en scène, hein, à Harata, ou bien c'est à Harata, quand ils ont fait une mise en scène Ah de oui. reddition. Ça, c'était parce que je voulais voir Monsieur Régui, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. J'ai trouvé sur Internet Il y a eu des avec mises sa en femme. scène de... Oui. Ils ont mis en scène, en fait, la reddition des Algériens à Harata, et peut-être que c'est cette photo-là. Comme quoi, Mais les ils avaient photos que j'ai posé trouvées des sur le armes. site, qu'on a trouvées sur le site, Ouais. c'était vraiment pour les trouver, là encore, hein, si vous mettez les mauvais mots, en fait, vous trouvez rien, quoi. Bah non. Je voulais aussi signaler quelque chose. Ça fait penser à ce qui s'est passé à Guelma et d'ailleurs les autres villes aussi, hein, c'était fait à Kharata. Mais vu que nous, on est sur notre famille, donc également, ça fait penser aussi à ce qui s'est passé à Oradour sur Glane. Donc les gens qui ont été enfermés dans une église et brûlés. Oui. Donc voilà, Ils le ciblent, les ça gens. c'est des choses, voilà, des actes comme ça, quand même, Alors, dans la presse, pour ne pas dire communiste de l'époque, c'est à peu près les seuls, en fait, qui osent, au bout d'un moment, dire les choses. Nous, on a des articles Hmm. là-dessus. Ils parlent d'Oradour-sur-Glane, ils parlent d'Auschwitz, ils parlent de tout ça, en fait. Ils comparent Achari à un nazi, enfin, leur méthode vichiste et nazie. Là, il y a pléthore, en fait, de ça. Et le ministre de l'Intérieur et le gouverneur général d'Algérie reprennent dans leur courrier, parce qu'ils n'arrêtaient pas de correspondre, tout ça en disant, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on doit dire? Et euh, et comment dire, ce qui revient, c'est minimiser les choses. C'est parler, mais la communication. C'est la communication vis-à-vis de l'Assemblée constituante de l'époque provisoire et aussi vis-à-vis de l'international. C'est assurer une communication qui soit politiquement correcte. Non. Donc entre eux, on sent qu'au début, en fait, ils sont pas informés
et que ils sont informés parce que les journalistes publient, mais ils n'en font rien en fait. Ils gardent les informations, ils les ont gardées secrètes, quoi, puisque on en est là. Donc, et le fameux Achiari, donc il a été accusé, il y a eu un procès en 1949-50. Mm. En fait, il a été accusé de torture pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur des jeunes filles communistes Oui, et sur des collaborateurs aussi. de viol. Et puis, ben, ça s'est soldé, tout le procès a été quand même assez compliqué. Et puis, à la fin, il a été libéré. Donc, au moment du procès, qui n'était pas sur les massacres de Guelma, les journalistes ont parlé de ce qui s'était passé en Algérie, etc. Mais c'est pas l'objet du procès. Donc, ils ont rappelé, en fait. Et donc, il y a des listes où encore notre famille apparaît dans les journaux communistes et tout. Mais qu'avez-vous fait de ces gens? Dans quel terrain vague les avez-vous fusillés? Dans quel four crématoire les avez-vous brûlés, etc. Donc, les choses étaient vraiment dites telles quelles. Et, mais le sous-préfet, bon, bah, lui, il n'a pas été condamné par rapport à ce qu'il avait fait comme torture. Et certains journalistes ont dit que, euh, comment dire, sciemment, en fait, il a été accusé de torture sur des collaborateurs pour dire justement, moi, j'étais résistant, donc quelque part, voilà, il n'a pas été accusé de torture sur les jeunes filles communistes. Son procès a été fait sur les tortures sur les collaborateurs. Donc lui, du coup, il apparaissait comme un peu glorieux, quoi, parce que c'était un résistant. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il y avait l'association du 8 novembre 1942 qui l'a défendu. Et ils ont mis en avant ses faits de résistance, comment c'est un grand résistant, etc. Donc le procès était truqué, quoi. Quelque part, il a eu un procès, mais c'était truqué. Si ça avait été sur les exactions qu'il a fait sur les communistes et sur les jeunes filles militantes de l'époque, je pense que il aurait pu être condamné, au Bah, c'est moins. grave. Mais là, ils l'ont condamné, les faits étaient justement sur des collaborateurs. Donc, c'était quelque part joué d'avance, quoi. Ouais. Et là-dessus, il n'a pas été inquiété, quoi. On a trouvé aussi ailleurs, en fait, dans le, comment dire, euh, dans, comment on appelle ça, dans le mouvement des AML, là, euh, ils étaient pacifistes, en fait.
Donc, c'était un mouvement qui ne prêchait pas, en fait, la violence, hein, ni la haine. Mais par contre, c'est bien dans ces massacres-là, Exactement. à se construire de fait pas d'autre issue que la prise des armes et une guerre d'Algérie d'indépendance. Ah, le 1er novembre 54. Oui, mais je Par la pense que suite. Donc nous, on avait vu, je ne sais pas sur quel document, que les Américains, c'est une vidéo, je crois, que les Américains, ils déclarent de leur côté qu'il y a eu 45 000 morts. Donc les chiffres, ils sont différents. Mais après, voilà. Donc en Algérie aussi, ce qu'ils déclarent aussi, c'est aussi pareil, dans les alentours de 45 000 morts. Donc c'était ça juste pour vous. Excusez-moi, je ne sais pas les affaires, mais on me dit